déclencher la colère des étudiants. Son grand point d'appui, et son grand amour, c'est l'affaire de sa vie, c'est son frère. Il ne s'est jamais consolé et il ne se consolera jamais de la mort de Philippe, et il s'accusait même de ne pas avoir été suffisamment attentif, de l'avoir suffisamment protégé. Il n'a rien pu faire. C'est l'écriture qui lui a permis de faire son deuil. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit tout à fait terminé, mais bon. Sa véritable idole, c'est son frère. Et la véritable réussite pour lui, c'est celle de Philippe Léotard. Il le considérait comme le génie de la famille. Ils étaient fusionnels tous les deux. Chacun était la part de l'autre. Philippe adorait François Léotard et François Léotard adorait Philippe Léotard. Ils s'aimaient tellement que d'abord, ils ne pouvaient pas se le dire. Leur rapport était très proche, parfois complexe, parce que Philippe était comme François, quelqu'un de très libre. Je l'ai entendu dire les plus belles choses qu'on puisse dire d'un frère et des horreurs absolument insupportables. Il y a des trajectoires, au fond, assez parallèles, je trouve, et beaucoup moins heurtées qu'on ne pourrait l'imaginer. On voit bien tout ce qui les opposait et en même temps l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui les réunissait. Pendant plus de 20 ans, Philippe et François Léotard ont occupé le devant de la scène. Chacun leur place, culturelle pour l'un, politique pour l'autre. Deux frères, deux personnalités publiques que l'on a souvent opposées l'une à l'autre. Le comédien écorché vif face au jeune loup ambitieux du pouvoir. Pourtant, Philippe comme François Léotard ont avant tout en commun cette quête permanente d'eux-mêmes, de leur vérité. Et ils ont en commun des parcours exigeants, reposant sur des questionnements perpétuels, des parcours qui ont refusé de se contenter de ce qui leur était donné, pour toujours s'interroger sur le sens de leur vie, de leur action, de leur métier. Quitte à tout remettre en cause, quitte à se mettre en danger. Deux destins intimement liés et bien plus proches que les apparences ne le laissaient penser, comme si chacun avait vu dans l'autre celui qu'il aurait pu être, celui qu'il aurait dû ou aimé être. Avant de retrouver tout à l'heure François Léotard, voici d'abord le premier chapitre de cette histoire, celle de deux frères au milieu d'une grande fratrie de 7 enfants qui ont très jeunes partagé des moments à part, hors du collectif familial, comme ce fut le cas en cet été 1949. Dans la grande maison de vacances de Fréjus, cette année-là, Philippe, l'aîné des garçons, souffre d'une infection des articulations qui menace son cœur. Les médecins l'avaient condamné et il avait une durée de vie qui était logiquement assez écourtée. Très jeune, il s'est approché de la mort. Ou en tout cas, il a eu très vite la conscience de la fragilité de la vie. Il devait avoir des angoisses très très fortes par rapport à la mort, des angoisses par rapport à la maladie. Quand l'angoisse l'empêche de dormir, le petit garçon de 9 ans utilise sa béquille pour réveiller son frère François. Il était en bas dans le salon parce qu'il était plus proche et de ma grand-mère et de ma mère, etc. Donc il suffisait effectivement qu'il tape pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, je descendais. Je me souviens effectivement à plusieurs reprises d'être venu vers lui, avec lui, à côté de lui, et quelquefois de lui passer les livres qu'il voulait. Comme il était immobilisé, qu'il ne pouvait pas bouger, il en a profité pour lire la bibliothèque de son père. Jusqu'au bout de la nuit, François écoute avec attention les lectures de ce grand frère qu'il admire et dont il ignore la gravité du mal.
C'était un garçon parfaitement beau, sain, costaud, etc. Donc moi je ne comprenais pas cette histoire. En plus c'était très caché dans la famille. On n'en parlait pas, c'était curieux. Ça c'est vraiment un aspect de la famille qui est comme ça, on ne parle pas des maladies. En réalité, les parents ne parlent pas beaucoup aux 7 enfants de la fratrie. C'était la famille traditionnelle, bourgeoise, catholique, mais vraiment avec les valeurs du 19e siècle. Il y avait d'un côté les parents, qu'on voyait assez peu, et de l'autre côté, nous 7, avec la bonne, très souvent, et très peu de repas ensemble. À la tête de cette vaste famille, le père, André Léotard, un haut fonctionnaire très ancré à droite. Le père de François était un personnage, un lettré, très distingué. Il était pas très grand, mais un masque imposant, un masque presque romain comme ça, et puis des costumes sombres, des cravates sombres. On n'avait pas envie de lui taper sur l'épaule, quoi. L'image du commandeur, quoi, le père, omnipotent. Moi, je sais toujours pas qui c'était. Je l'ai jamais vu en chemise. Je l'ai vu toujours en costume 3 pièces. Un des rares moments qu'André Léotard consacre à ses enfants est l'examen du bulletin de notes dans son bureau. Vous n'avez pas eu 20 sur 20 en mathématiques, donc vous ne serez jamais commandant de marine, général d'armée, ni Chateaubriand. Et là, on avait une espèce de séance, quelquefois, quand on répliquait, qui se terminait de façon assez violente. Il y avait une tabatière en peau de singe, que Philippe a pris plusieurs fois dans la tête. Il nous disait que ça faisait vraiment très mal. Auprès de leur mère, Antoinette, une femme corse au caractère fort, les enfants ne trouvent pas plus de réconfort. Ma mère trouvait que c'était formidable d'avoir toute cette nichée. C'était gai, c'était joyeux, mais c'est du moment qu'elle s'en occupait pas. J'ai pas le souvenir de beaucoup de tendresse. Peut-être ai-je oublié, mais il y avait une dureté, une vraie dureté chez elle. Et comme c'était un couple qui s'adorait, c'était encore plus difficile d'avoir accès à eux. C'est formidable des parents qui s'adorent, mais quand il n'y a pas de place pour l'enfant, c'est très douloureux. Face à ses parents distants, les 2 frères, François et Philippe, se raccrochent l'un à l'autre. Philippe et François ont développé des liens encore plus étroits parce qu'ils étaient très proches par leur âge. Et ils avaient cette espèce de complicité dans laquelle on n'avait pas tellement accès d'ailleurs. Après plusieurs mois de convalescence, Philippe est maintenant guéri. Mais cette longue maladie a imprimé quelque chose dans sa personnalité. Ça lui a donné une avidité à vivre et à bouger après cette immobilisation forcée. Philippe était très vite jeune garçon dans le spectacle, dans la riance, dans l'exubérance. Il avait un esprit de conquête, ou surtout vis-à-vis des filles. Soit la course en bicyclette ou la drague des filles, c'est souvent Philippe qui gagnait et François qui était en retrait et qui avait tendance à perdre la partie. Philippe prend donc l'ascendant sur son frère. Philippe avait une très grosse personnalité, écrasante, hein, lumineuse et brillante. François était très vite, à l'inverse, dans l'introversion, dans la réflexion, voire la méditation. Il était un peu dans l'ombre de Philippe. Mais en grandissant, François s'émancipe et il cherche à exister hors des terrains de son frère. Chez les scouts, il montre même un caractère rebelle. C'est celui avec lequel j'avais le plus de mal en tant que responsable du groupe. Il voulait jamais rentrer dans le rang, quoi. Ne jamais rentrer dans le rang, François Léotard va en faire la démonstration la veille de ses 13 ans. Dans l'appartement familial de Vincennes, il s'est réveillé très tôt, sans faire de bruit. J'ai pris un cartable dans lequel il y avait plusieurs paires de chaussures. Il a pris dans la poche du manteau de sa mère quelques pièces de monnaie. En fait, le jeune garçon, ce matin-là, a décidé de partir dans le plus grand secret. La seule idée, c'était le sud. C'était l'idée du soleil, du sud, de la mer. J'avais pas de point précis. À leur réveil, quelques heures plus tard, les parents de François découvrent ce mot dans l'entrée. « Ne vous inquiétez pas, j'ai des chaussures. »
C'était pour lui une manière de rassurer ses parents, mais ça n'a pas marché du tout, hein, parce qu'ils étaient très inquiets assez vite quand ils ont vu qu'il était parti, quoi. Le seul qui a ri de ça, c'était Philippe, qui disait « Mais vous en faites pas, il reviendra, c'est une blague. » Bon. Les autres étaient consternés. Et puis ils avaient la trouille, parce qu'ils étaient persuadés que c'était sérieux. Moi, je me souviens de la police. Il y avait un téléphone dans la chambre de mes parents qui sonnait tout le temps. Les Corses s'étaient mis à le rechercher au bois de Vincennes, avec pistolet en main. C'était branle-bas de combat, et puis mobilisation de la famille et du clan Léotard. Et c'était tous soudés pour rechercher le disparu. Il y a eu des appels à la radio. Mon père avait lancé des appels en disant que j'étais introuvable. Le jeune fugueur a déjà pris un train de banlieue et il marche maintenant en direction du sud, comme il l'avait prévu. J'ai demandé des sous, j'ai dormi sous un arbre, enfin des choses comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Peut-être 12 ou 24 heures maximum de marche, et puis il a commencé à avoir faim. Il a fait demi-tour, il a pris un camion de maraîcher pour revenir vers la capitale. Et c'est des policiers qui sont passés de chaque côté en voiture. Moi, je me suis retrouvé peut-être à 3h ou 4h du matin dans un commissariat. Des petits types avec leur baudrier, leur revolver, etc. Et mes parents arrivant en larmes. Soulagé par ce dénouement heureux, la famille Léotard peut enfin fêter les 13 ans de François. Ses frères et sœurs l'avaient charrié parce qu'il s'était fait bien remarquer. Il a eu beaucoup de cadeaux ce jour-là, et de soins et d'attention comme jamais il avait eu sans doute. C'était peut-être ce qu'il avait recherché. Chez François, ça gronde à l'intérieur, et puis de temps en temps, il y a une éruption, un tremblement de terre, puis après ça continue. Mais ça brûle toujours en dessous. 4 ans plus tard, un événement va vraiment signer la fin de l'enfance pour les enfants Léotard. Le soir du 2 décembre 1959, une agitation inhabituelle règne dans l'appartement familial à Vincennes. On entend, c'était très rare quand même à l'époque, sonner le téléphone, quelque chose vers 9h et quelques. Toutes les lumières de l'appartement étaient allumées, donc ça nous a réveillés. On entend des gens marcher dans le couloir. Et ma mère parlait dans tous les sens à tout le monde. On ouvre la porte, on sort, on dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et assez vite, je ne sais pas d'où ça venait, peut-être de la radio, je ne sais pas. Et on dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à Fréjus, il y aurait des morts. Pour les enfants Léotard, Fréjus, c'est le lieu des racines familiales, la maison de vacances, celle des souvenirs d'enfance, mais c'est aussi la ville dont leur père est devenu maire depuis quelques mois. À Fréjus, c'est l'autre face de la catastrophe. Les morts. Combien sont-ils? On dit 350, mais on ne sait pas encore exactement. Et nous, on était là, comme tous les enfants du monde, à essayer de savoir ce qui se passait, terrorisés en même temps. Et puis, mon père obtient, je crois, une caravelle ou un avion du ministère de l'Intérieur, donc il part à toute allure. C'est seulement le lendemain, en regardant la télévision, que les enfants mesurent l'ampleur de la catastrophe. Voilà ce qui reste du barrage de Malpasset, le barrage maudit. De ce côté, rien ne reste, alors que de l'autre subsistent des pans du mur haut de 61 mètres qui retenait 50 millions de mètres cubes d'eau. Pour une raison inconnue, le barrage de Malpasset a cédé au-dessus de Fréjus. Tout est à faire, tout est à recommencer, tout est à reprendre à zéro sur le passage de l'énorme masse d'eau. Philippe et François voient alors leur père parcourir la ville sinistrée. 2 jours après, on a quitté le lycée et nous sommes tous partis là-bas. C'est vrai que c'était abominable. Extrêmement violent, extrêmement triste. Je me souviens surtout le chemin qui allait vers la ferme familiale, si vous voulez, qui était notre chemin préféré en vélo. C'était là qu'on passait. Il n'y avait que des vignes, c'est là où on se battait, c'est le chemin de l'enfance. Et je me souviens de ce chemin-là parce que on pouvait même pas. Il y avait de la boue, je ne sais pas, jusqu'à peut-être 1 mètre, et puis des corps. Et eux, évidemment, ils connaissaient des tas de gens qui étaient morts, quoi. C'était terrible. Philippe, alors âgé de 19 ans, rejoint les volontaires qui recherchent d'éventuels survivants. Il a retrouvé son premier amour dans un arbre. Elle avait été emportée par les flots et elle était dans un arbre avec sa robe Vichy. Elle avait, je crois, 17 ans et elle était morte dans un arbre, quoi.
Et probablement on a perdu notre enfance à ce moment-là, toute la famille. La fin de l'enfance, mais aussi de l'innocence. Car une polémique va très vite naître avec le versement des aides aux sinistrés. Et celui qui est visé, c'est le maire, André Léotard. Il était considéré comme celui qui était en mesure de répartir tous les crédits qui arrivaient. Il y en a eu beaucoup, effectivement, d'aides, de subventions, de crédits qui sont arrivés. Les pouvoirs publics se sont retrouvés à la tête d'une somme assez extravagante pour l'époque. Le maire de la ville est alors soupçonné d'une gestion douteuse des crédits. Il y a eu une campagne de délation en disant que mon père s'était servi de cet argent pour qu'on aille dans des collèges en Suisse. On l'a accusé de tous les maux de la terre. Les rumeurs ont même dit qu'il s'en était mis de côté. Et donc il y a eu une guerre s'est déclarée après à Fréjus. Les fils ont parlé de haine, en tout cas d'acrimonie et d'agressivité. Je me souviens, ils mettaient des crapauds dans la boîte aux lettres et des souris quand on allait chercher le courrier chez mes grands-parents à Fréjus. Et ils venaient avec des fourches devant la maison pour traiter mes parents, mon père. C'était violent. Ouais. C'était vraiment en dessous de la ceinture, c'était vraiment dégueulasse. André Léotard finira par être blanchi, mais cet épisode restera pour tout le clan familial une blessure d'honneur et d'orgueil. Philippe et François Léotard sont maintenant deux jeunes adultes, très différents l'un de l'autre. Philippe est un étudiant à l'aise et prometteur. François est plus grave, plus torturé. Et en pleine guerre d'Algérie, sa conscience politique va s'éveiller brutalement. Il a alors 19 ans. Un soir d'octobre 1961, François Léotard réveille en sursaut ses deux petites sœurs. Il est rentré dans notre chambre, ma sœur et à moi, en disant « Mais réveillez-vous les filles, réveillez-vous les filles. Vous entendez qu'on les torture ?» François sait qu'à quelques centaines de mètres de là, le fort de Vincennes sert de prison pour les indépendantistes algériens. Il y avait des Algériens qu'on amenait là par car, par camion. On avait des grandes fenêtres qui donnaient sur le château de Vincennes. Il a ouvert grand les fenêtres et incapable de vous dire si j'ai entendu des cris de torture, mais lui, il nous a soutenu qu'on entendait la torture dans le bois de Vincennes. Que ça les révoltait, ça me paraît naturel pour tout être humain et encore plus pour lui, qui avait une sensibilité à fleur de peau. Une sensibilité à fleur de peau qui va déclencher son engagement militant contre la guerre d'Algérie. Cette année-là, François s'engage au Parti socialiste unifié. C'est un moment de tension où François va s'opposer à son père. Il n'était pas versé vers des idées très gauchistes, le père André Léotard. C'est moins qu'on puisse dire. Aller s'inscrire au PSU, c'était vraiment se mettre face à son père dans le camp opposé. Face au camp de l'Algérie française, face au camp de la tradition, face au camp des valeurs acquises. Avec ses camarades socialistes, François Léotard mène des actions contre le pouvoir gaulliste en place. On distribuait des tracts, on collait des affiches, et puis on allait taguer les murs. Hein. La Banque de France avait été peint en blanc, et François avait été écrire « Père d'Algérie » en rouge pétard. Le jeune homme se révolte et conteste les idées de son père. Alors que parallèlement... Philippe, passez-moi les grandes vitesses. Son grand frère, lui, montre une image très sage à la télévision. Philippe est assistant dentiste, mais en vérité, que fait-il? Je suis étudiant en lettres. Vous êtes étudiant en lettres, Oui, et pourquoi êtes-vous ici? Bien parce que je pense que, j'ai 20 ans, alors il est normal que je travaille pour payer les menus objets dont j'ai besoin. C'est un gag pour moi parce que ça a dû durer 15 jours. Il a voulu jouer au gentil fils de famille catholique qui veut faire plaisir à papa-maman. C'est une image comme il avait envie d'en donner, une image pour faire semblant. Une image pour faire semblant, et peut-être les prémices d'une vocation. Car à cette époque, l'étudiant en lettres va rencontrer à la Sorbonne une femme de théâtre. Elle s'appelle Ariane Mouchkine. C'est à ce moment-là qu'il a commencé le théâtre comme ça. Elle a été le mentor de pas mal de comédiens. Hein. Elle nous a appris tellement de choses. À côté de ses études, Philippe Léotard découvre la scène, mais son réel désir
est ailleurs. Sa préoccupation, c'était plutôt d'écrire. Il voulait écrire. Il voulait devenir écrivain, avant tout. Il adaptait les spectacles que Kariane voulait monter. Philippe a donc trouvé une voie, le théâtre, alors que son frère cherche la sienne. Dès la fin de la guerre d'Algérie, François met fin à son engagement politique. C'était un jeune homme assez tourmenté, qui se cherchait, qui avait beaucoup de questionnements. François a toujours été rempli de doutes. Des doutes qui conduisent à l'échec. L'étudiant rate Sciences Po et déserte la fac de droit. Mais à l'été 1963, il pense avoir trouvé la réponse à sa quête d'absolu. De là a cheminé la volonté, qui était presque une vocation, presque sublimée, d'entrer au monastère. Qu'ils choisissent le monastère, ça m'a étonné, oui. Qu'ils fassent quelque chose qui sorte de l'ordinaire, non. Paradoxalement, lui qui avait fui les autorités et les ordres de son père, de ses professeurs, allait dans les ordres. Et l'ordre bénédictin, c'est quelque chose de très strict, il y a des règles très précises, bon, évidemment la chasteté. C'est les 3-8, 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Le 3 octobre 1963, celui qui est devenu frère François a exceptionnellement le droit d'inviter sa famille à assister à sa prise d'habit au monastère de la Pierre-qui-Vire, dans le Morvan. Marcher la tête baissée, avec le crâne rasé, ça c'était forcément, moi j'avais 13 ans, je trouvais ça à la fois très beau et en même temps, puis je disais à ma petite sœur, mais il va rester sans parler pendant 1 an. C'était pour moi effrayant. J'étais heureux, ça se voit sur les photos, j'étais profondément heureux. Un visage souriant qui contraste avec le visage de son père ce jour-là. C'était la messe du noviciat, oui. Et moi j'étais assise à côté de mon père et je l'ai vu pleurer. La seule fois que je l'ai vu pleurer. La seule phrase que mon père ait dite, c'est « mais c'est beaucoup trop difficile pour lui ». Il pensait qu'il perdait définitivement ce fils qui représentait la continuité de la tradition Léotard et du clan Léotard. C'est là où j'ai vraiment compris qu'il avait un faible pour François par rapport à Philippe, quoi. Au moment où François se retire du monde, Philippe semble, lui, y entrer de plein pied. Son premier enfant naît quelques jours plus tard, issu de son union avec Liliane, une actrice de sa troupe. Et depuis quelque temps, il enseigne les lettres dans un collège du 5e arrondissement de Paris. Le premier cours, d'abord, est assez étonnant. Il nous a prévenu, bon, on va faire le programme, et puis on s'intéressera aussi aux auteurs que j'aime bien. Le jeune enseignant montre assez vite une conception très libre de sa mission. Une fois par mois, à peu près, il nous invitait à déjeuner. C'est là où Philippe Léotard m'a fait boire mon premier pastis. On parlait pas de classe, on parlait de la vie, on parlait de tas de choses. C'était très très sympa. Pour nous, c'était un grand frère. Un prof iconoclaste qui n'a pas abandonné le théâtre avec ses anciens camarades de la Sorbonne. En 1967, Philippe Léotard est chargé par le Théâtre du Soleil d'adapter une pièce britannique, La Cuisine. Au départ, c'est lui qui a fait la traduction, donc il a travaillé en amont, lui, avec Ariane. Mais à quelques jours de la première, le rôle principal ne peut plus jouer. Le metteur en scène pense aussitôt à Philippe pour le remplacer. C'était plus facile pour lui de reprendre le personnage puisque c'est lui qui avait écrit la traduction. Donc, oui, il a repris presque au pied levé, quoi. Avec ce spectacle, Philippe Léotard révèle son talent d'acteur dans un premier rôle. Dans ma cuisine, c'est moi qui commande. Oh, écrase, hein. C'est pas un petit mec comme toi qui va me donner des ordres, ça je te le dis. C'est moi qui te servirai. T'as compris? Maintenant, tout le temps, allez. Il y avait comme chez lui une pulsion de plaisir de monter sur le plateau. C'était évident. Il amenait une énergie
un dynamisme. Et au-delà du texte, il donnait une pêche incroyable à la pièce. Il avait une présence extraordinaire, oui. Un charisme, ah oui, c'était un grand déjà, quoi. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Philippe. Et après, je suis allé le voir après la pièce en disant, écoutez, j'ai trouvé que vous dégagez un parfum nouveau. Et peut-être que je penserai un jour à vous pour un film, voilà. Et sa famille aussi va découvrir les premiers pas de Philippe sur scène. On est allé au théâtre voir Philippe dans la cuisine. Et mon père n'a pas ouvert la bouche. Il faisait la moue, il regardait dans le vague. Mais c'est la seule pièce qu'il a vue. Parce que je me souviens qu'après, il y avait eu le songe d'une nuit d'été. Mon père n'est pas venu. Donc ils se sont pratiquement plus jamais adressés à parole. Et finalement, à 28 ans, Philippe Léotard abandonne l'enseignement pour devenir acteur. Ce n'est pas le seul bouleversement dans sa vie, car à la même période, il se sépare de sa femme, Liliane, avec laquelle il avait 2 enfants. De son côté, François, lui, a quitté l'habit de moine après 10 mois de vie monastique et repris, sans conviction, des études de droit. À 25 ans, il partage la vie d'une femme, France, de 10 ans, son aînée, et déjà mère de 3 enfants. Et alors qu'il continue de chercher un sens à son existence, un événement va bientôt provoquer chez lui un déclic. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Le soir du 10 mai 1968, François Léotard écoute la radio dans sa chambre de l'école hôtelière de Paris, où il surveille l'internat. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Ce soir-là, le poste de radio ne parle que de la révolte étudiante en plein quartier latin. Il se dit j'y vais pas, et finalement il décide de lâcher sa responsabilité de surveillant en pleine nuit pour aller vivre les événements, les voir. Je pars, et alors, le 8e arrondissement, pas de problème. Tous ces arrondissements bourgeois, il n'y a aucun problème, c'est calme, rien la nuit, enfin, la fin de la nuit. Et j'arrive, ça commence en bas du boulevard Saint-Michel, ça sentait le gaz lacrymogène, etc. Et j'arrive dans un paysage de guerre. Réveillé par la ferveur contestataire, François se retrouve au cœur des manifestations. C'était les premières fois que la police utilisait ce qu'on appelait les bidules, qui étaient des longs manches en bois et avec lesquels ils tapaient sur les manifestants. Bon, moi j'ai pris des coups de bidule, bah, je m'en ressens encore, hein. Et François en a pris aussi, hein. Je me suis fait arrêter une fois, je me souviens très bien. Comme un imbécile, j'ai crié Gestapo. Il y en avait 2 devant, 2 derrière, et hop, et ils m'ont embarqué. Ça lui ressemblait bien, il était libertaire, il a toujours été libertaire. Une arrestation qui ne l'empêchera pas de continuer à suivre le mouvement, comme en atteste sa présence 4 jours plus tard dans un défilé. Mais passé la fièvre du mois de mai, François Léotard sent qu'il doit se construire un avenir. J'avais quand même pris de l'âge, je me suis dit, tu déconnes, si tu ne travailles pas, tu vas être... Non, j'ai vraiment senti passer le vent du boulet. Il s'est dit là, il faut que j'arrête de traîner. Et peut-être c'est la fin de la récréation, en 68, de ce point de vue-là. Et là, j'ai bossé comme un dingue. Le jeune homme, perpétuellement insatisfait, en quête de lui-même, décide de s'engager dans une voie plus ambitieuse. Il avait présenté en même temps le concours d'entrée à l'ENA et un concours au ministère des Affaires étrangères. Il a réussi les 2 en même temps. Et il choisit finalement la prestigieuse École nationale d'administration. Quand on est rentré à l'ENA, on dénotait dans cette promotion très policée. D'abord, on arrivait tous les 2 en moto dans la cour de l'ENA, ce qui était un événement, ils n'avaient jamais vu ça. Par rapport au costume 3 pièces des élèves de l'ENA, c'était un peu détonnant au point de vue tenue vestimentaire. Malgré ses allures contestataires, François, l'adolescent rebelle, a donc fini par rentrer dans le rang. Philippe, de son côté, poursuit sa carrière de comédien. En 1973, il décroche le rôle principal dans Yola, de Pirandello. Tout flasque, tout ramolli. Si on le touche du doigt, il en garde l'empreinte. La particularité de la pièce, c'est qu'il y a 9 femmes et 2 hommes. Ce qui est absolument
rare au théâtre. 9 femmes sur un plateau pour 2 hommes, dont Philippe. En voici une autre. Yola est un personnage nomade et poétique, un homme libre. Un rôle à son image. En fait, il séduit toutes les femmes dans la pièce. C'est un coq de village. C'est un don Juan pastoral. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui auraient rêvé d'être à sa place. En dehors de la scène, le comédien continue de jouer le Don Juan. Après la répétition ou après le spectacle, on aimait bien, d'abord on allait manger, et puis après on allait boire des verres. On ne le quittait pas d'une semelle, parce que passer la soirée à l'écouter, à plaisanter, etc. avec lui, c'était délicieux. Ça se terminait en général à 4 h du matin, pas très frais les uns les autres. On a toutes été plus ou moins conquises par cet homme. On a toutes flirté avec cet homme. Il avait 32, 33 ans à l'époque. Il était dans sa maturité de jeunesse. Philippe était quelqu'un qui était dans l'instant. C'est-à-dire qui dégustait le présent. D'où toutes les folies qu'il a pu faire, qui lui ont permis justement de déguster peut-être encore plus le présent que les autres. C'est le plaisir. D'abord le plaisir, toujours le plaisir, encore le plaisir. Philippe Léotard séduit toutes les comédiennes de la pièce, mais il va tomber réellement amoureux de sa partenaire principale, une jeune actrice de 25 ans. On peut dire que la réalité rejoint et parfois dépasse la fiction même, hein. Et voilà, c'est ce qui s'est passé entre Nathalie Baye et Philippe Léotard. C'était un couple qui dégageait beaucoup d'énergie, beaucoup d'authenticité. Avec cette femme, cette comédienne, il a vécu quand même une période de sa vie très intense en tant qu'artiste et en tant qu'homme. C'était la femme de sa nouvelle vie. Au milieu des années 70, Philippe et François Léotard se voient peu, séparés par des vies finalement très différentes. Philippe semble insaisissable, trop accaparé par une vie festive et artistique entre théâtre et cinéma, alors que François est désormais haut fonctionnaire, jeune sous-préfet en poste à Périgueux. Mais en janvier 1975, un événement douloureux va réunir la fratrie. Les habitants de Fréjus rendent un dernier hommage à leur ancien maire pendant 12 ans, André Léotard. Et à la demande de sa famille, une personne a été écartée des obsèques. Le successeur d'André Léotard à la mairie de Fréjus voulait diriger le cortège funèbre. C'était considéré comme un affront par notamment la mère François et Philippe. Car sa succession, 4 ans plus tôt, a été douloureuse. Pour remporter le fauteuil de maire, son concurrent a réveillé le souvenir de la catastrophe de Malpasset et de la calomnie. François en particulier a dit que c'était les haines recuites de cette affaire-là qui ont eu la peau de leur père, politiquement parlant, et physiquement parlant ensuite. Je suis sûr que c'est ça qui l'a tué. Ça, j'en suis sûr. Alors ce jour-là, lorsque le cortège passe devant la mairie, la famille fait front contre celui qu'elle estime responsable. Et c'est là où ma mère me dit « François, tu sais ce qu'il faut faire ». Elle n'a pas dit autre chose. Et j'ai dit « Oui, maman, tu peux compter sur moi, je le ferai ». Ce que François Léotard doit faire, c'est venger l'honneur de son père en tentant de reprendre la mairie. L'élection, on savait qu'elle était en 77. On savait que ce type-là, devant lequel on passait, avait encore 2 ans devant lui, et que je devais commencer rapidement la campagne. Comme son père, 16 ans plus tôt, François se lance dès lors à la conquête de Fréjus. Tout le monde m'a dissuadé. D'abord parce que je risquais d'être battu. Tout le monde me disait, il ne faut pas le faire, vous avez une brillante carrière administrative devant vous, n'allez pas vous présenter, etc. Mais j'ai dit, je le ferai quand même. À 33 ans, François Léotard n'est plus le sympathisant de gauche des années étudiantes, il est candidat de centre droit. Et son nom ne constitue pas forcément un atout. À ce moment-là, il y avait encore des Fréjusiens qui ne voulaient pas de la famille Léotard. Donc c'était pas gagné du tout. Les
gens étaient méfiants. L'establishment politique était méfiant. Je suscitais beaucoup de jalousie, j'étais jeune. Ça, il ne faut jamais être jeune en politique. Vous avez tous les barons qui vous tombent dessus. Et puis être énarque n'est pas nécessairement un avantage en matière électorale. C'est donc avec ses propres moyens que François Léotard mène sa première campagne politique. Je me suis dit, voilà comment on va faire la guerre. J'ai réuni quelques copains, pas beaucoup au départ. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, on faisait tout nous-mêmes. Donc avec ma belle-mère et les amis, on faisait les tracts, on distribuait les tracts, il y avait les couleurs d'affiches qui venaient, bon, c'était assez folklorique. Pendant 2 ans, le candidat va quadriller méthodiquement les rues de la ville à la rencontre des citoyens. Le département était socialiste, mais à 80%. Donc c'était pas évident. La bataille était serrée jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour de l'élection. Le 20 mars 1977, contre toute attente, François Léotard remporte l'élection municipale avec 52% des voix. Il a atteint le but qu'il s'était fixé. J'ai vengé sa mémoire et j'ai démoli ceux qui l'avaient démoli. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Je ne reviendrai jamais là-dessus. Au-delà de cette victoire, pour l'honneur, c'est une reconnaissance politique et médiatique dans un contexte désastreux pour la droite. Vous êtes ce que l'on peut dire un jeune loup de la République. Vos ambitions politiques s'arrêtent-elles à la mairie de Fréjus? Tout à fait. Tout à fait. Je suis très bien ici. J'ai beaucoup de travail ici. Et croyez-moi, pour l'instant, je ne pense à rien d'autre. Le nouveau maire dit ne penser à rien d'autre. Mais son ambition ne va pas tarder à se réveiller. Sans doute aiguisé par l'intérêt que lui porte le pouvoir en place. Finalement, on a regardé de près ce petit jeune un peu inconnu à l'époque qui a emporté cette mairie. Et le pouvoir giscardien en a fait un exemple. Nous avons à recevoir de vous ce seul message simple. Le salut viendra du terrain. Le salut viendra de vous-même. Les anciens du parti se sont dit, là, on a un petit en puissance, même s'il avait déjà quand même 35 ans, on va le faire grimper. François Léotard dépasse bientôt le parcours de son père. Il devient député du Var et 4 ans plus tard, en 1982, la presse le consacre homme politique de l'année parmi la nouvelle génération. Il y avait le trio Léotard, Longuet, Madelin. Ils étaient jeunes, ils étaient enthousiastes. Au lendemain de l'échec de 1981, on dit, bon, maintenant c'est le tour de notre génération, et il faut prendre en charge la famille politique à laquelle nous appartenons. Nous étions tous membres du Parti républicain. Mais il n'y a qu'une seule place à prendre, à la tête du Parti républicain. Et très rapidement, Alain Madelin et moi-même, on s'est dit non, il y en a un qui a le charisme et l'autorité médiatique, c'est François, on va le soutenir. Il avait un talent de communicant, une fraîcheur, une nouveauté qui accrochait la lumière. Ce n'est pas nous qui devons changer, c'est le pouvoir. Et comme il ne le fera pas lui-même, eh ben on va l'y obliger. Il était de fait le leader médiatique de cette joyeuse équipe. Une équipe dont il va prendre la tête. 5 ans après ses débuts en politique, François Léotard devient le chef du Parti républicain. Au début des années 80, les carrières de Philippe et François Léotard décollent parallèlement, chacun dans leur domaine. Les 2 frères existent tous 2 sur la scène médiatique. François a réussi son entrée en politique en dépassant les ambitions de son père. Et Philippe a déjà tourné dans près de 40 films. Il est demandé maintenant par les plus grands réalisateurs français, François Truffaut, Claude Lelouch, Bertrand Tavernier. En 1982, une nouvelle proposition tombe, l'occasion de retrouver une partenaire qui lui est chère. Souvent dans le film-là, je veux très violente, verbalement, la chose que tu fais pas souvent. Pour son film La Balance, le réalisateur Bob Swain a tout de suite voulu Philippe Léotard dans le rôle principal. C'était une histoire passionnelle entre un couple, une histoire d'amour. Et pour former ce couple, le réalisateur pense spontanément à Nathalie Baye. C'était un couple, et je dis c'est parfait pour le film. Parfait pour le film. Seulement au moment de le tourner, la situation entre les 2 comédiens a considérablement changé. Nathalie, elle a rentré un jeu, elle a trouvé Philippe par terre. Elle était extrêmement choquée par sa consommation d'alcool. Il a toujours été excessif.
Il avait quelque chose de très méditerranéen, à la fois dans le côté solaire et dans le côté tragique. Ne supportant plus ses excès, Nathalie Baye a quitté Philippe Léotard peu de temps avant le tournage. Le producteur et d'autres étaient « Ah oui, mais attends, ils sont plus ensemble, etc. » Donc ça peut être catastrophique. Et c'est vrai que c'est toujours un risque, parce que quand les gens les entendent passer émotionnel et sentimental, c'est toujours un risque dans un film. Mais j'ai dit « Oui, c'est vrai, mais ça peut être génial aussi. » Tu me prends pour un cave, hein? Tu crois que je suis foutu? Tu crois que je suis foutu, c'est ça? Tu vas me laisser tomber? Non, non, je t'aime. Je t'aime. S'il te plaît. Il était quand même encore amoureux d'elle. J'avais le sentiment qu'il voulait lui prouver quelque chose. C'était important, ce film pour lui, vis-à-vis d'elle. J'avais l'impression qu'il voulait reconquérir Nathalie. Le scénario prévoit une scène délicate au regard de la situation entre les deux comédiens. Une séquence qui angoisse le réalisateur. C'était la scène d'amour qui est à la fin du film. D'ailleurs, j'ai attendu jusqu'à la fin du film pour le faire, parce que je dis, si je fais ça au début, ça se passe mal, alors tout le reste du film, ça risque d'être compromis. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça, mais est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils ne jouent pas, je ne sais rien. Mais la magie est là. Ça fonctionnait. Philippe Léotard était un type qui allait absolument jusqu'au bout de lui-même. Il faisait partie de ces acteurs où, à un moment donné, le mélange de ce qu'ils interprètent et de ce qu'ils ressentent arrive au même endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit « Tiens, je ne suis plus au cinéma, je suis dans la vie ». Quelques mois après la sortie de La Balance, les deux acteurs principaux sont nommés au César. La soirée se déroule le 23 février 1983, au Grand Rex, à Paris. Et maintenant? La gagnante est Nathalie Baye pour La Balance. C'est merveilleux de faire un film comme La Balance, j'ai été heureuse de le faire. Et ce qui a été merveilleux, c'est que c'est un film qui a plu au public. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de faire un grand succès public comme ça. Donc je remercie Bob Swem, je remercie tous les acteurs du film. Nathalie Baye remercie tous les acteurs du film, mais elle n'a pas de mot particulier pour Philippe Léotard. Le comédien qui, quelques minutes plus tôt, a été lui-même nominé. Les 4 nominations pour le meilleur acteur sont Gérard Depardieu pour Danton. J'ai dit, c'est Depardieu. J'ai dit, c'est certainement c'est lui. Gérard, il était en train de se lever pour aller prendre son prix. Le gagnant est Philippe Léotard pour La Balance. Mais personne n'attendait. C'était extraordinaire. Retenu au théâtre ce soir-là, Philippe Léotard a appris l'obtention de son César en sortant de scène. Pour lui, c'était plutôt une revanche sur plein de gens, plein de choses. Sa rupture douloureuse avec Nathalie Baye, par exemple. Il l'a pris plutôt comme ça, plutôt que comme une espèce de grande récompense. Le comédien rejoint finalement le dîner des Césars. Et pour lui, la soirée va prendre un goût amer en retrouvant Nathalie Baye au bras de Johnny Hallyday, son nouveau compagnon. Il avait un mépris profond pour Johnny Hallyday. C'était insupportable. Qu'elle ait choisi ce type-là, alors que moi, je suis agrégé de grammaire ou je sais pas quoi. Et pour lui, c'était une gifle. Et donc, il l'a très, très mal vécu. Le lendemain, Philippe Léotard est invité du journal de 20h pour livrer son sentiment sur sa récompense. Il est arrivé dans un état qui était un petit peu triste parce qu'au fond, il était en train de retrouver ses blessures. Je suis arrivé au Fouquet's
Et tout le monde a l'air content de me voir. Alors ça fait du bien. C'est pas tellement d'avoir le César, c'est que les gens vous disent qu'ils vous aiment. Alors on leur demande pas grand-chose de plus, hein, finalement. Et j'ai pleuré. Parce que je dis, Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Mais peut-être c'est sa façon de dire, allez vous faire foutre, allez merde, ou je sais pas. Il vient de vivre une rupture qui l'a beaucoup blessé. Donc un trophée ne suffira pas à lui faire oublier ça. Après cette consécration artistique, liée à une déchirure intime, le comédien sombre dans une dépression profonde. Pendant des jours et des nuits, il vivait dans sa voiture. Il garait sa voiture en bas de chez Nathalie Baye et il en crevait, quoi. Et c'est l'un de ses amis, Coluche, qui va alors lui porter secours. Quand il a vu la désespérance dans laquelle était Philippe, il lui a proposé de l'héberger. Donc ça en dit long quand même sur l'état dans lequel se trouvait Philippe à ce moment-là. Il était au fond du trou. À cette période, la maison de Coluche est un lieu de fête permanente. Et Philippe Léotard se réfugie dans des paradis artificiels. Il transpirait là. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout raisonnable et tant qu'il y en avait, il en prenait, quoi. Je crois que c'est là où il s'est le plus drogué. Des fois, je m'inquiétais, hein, je me disais, il va mourir, c'est pas possible. Souvent, le comédien s'isole dans un coin de la maison pour écrire. C'était un endroit à la fois où il y avait de la lumière, très tranquille, personne venait faire chier, quoi. Donc il était là, puis il avait toujours ses carnets, ses feuilles volantes, etc. Il y a une espèce de bout de crayon qui se mettait des fois derrière l'oreille, puis il écrivait des trucs. Et il accrochait sur les cordes à linge avec les pinces ses écrits, et le matin, j'allais voir en fait le fruit de sa cogitation et de ses agitations. Et en fait, il n'aimait pas du tout ce qu'il écrivait. Et c'était absolument génialissime. Comme il écrivait constamment, enfin presque, et notamment debout, il écrivait aussi sur les murs. Et alors sur les murs blancs, c'était très beau, mais à force, les murs, c'était, je sais pas, c'était les pages d'un livre calligraphié. Philippe Léotard finit par quitter la maison de Coluche. Il erre alors d'hôtel en hôtel, ne vivant que la nuit, comme en suspens dans sa propre existence. Les grands artistes se avec leurs émotions personnelles. Ils les essayent. Ils en deviennent les cobayes. Ils testent jusqu'où on peut aller. On était au jour le jour, on ne pensait jamais à demain. Aujourd'hui est un beau jour pour mourir. C'était ça notre devise. Et donc on ne se projetait jamais. Il le vivait comme une émancipation, comme une recherche d'un bonheur absolu, total. Ce bonheur total, c'était la mort. C'est vraiment l'insecte qui va vers la flamme de la bougie. François Léotard assiste impuissant au naufrage de son frère. François était très soucieux par la dégradation physique et psychologique de son frère. Et il le surveillait. Il avait pris la place du grand frère. J'étais très désarmé. Ce qui a d'ailleurs, à plusieurs reprises, provoqué des éloignements entre nous. Parce que quand on ne sait pas faire, on a toujours peur de mal faire. Et donc, il y a des moments où on renonce. C'est très douloureux. Au mois de mai 1984, l'acteur tourne un nouveau film. Ni avec toi, ni sans toi, il joue cette fois le rôle d'un homme que sa femme a quitté pour un autre. Ni avec toi, ni sans toi lui rappelait forcément son vécu à lui, sa rupture, la manière dont il s'est senti trahi par Nathalie. Donc les souvenirs étaient encore très à vif, c'est comme une plaie. Et comme Philippe Léotard, Pierre, son personnage, sombre dans l'alcool. C'était quelque chose d'extrêmement profond, pathétique. Le personnage touchait le fond de l'abîme, le fond de la détresse. Tu te tires tout le temps, alors viens pas me chercher. C'est fini. Tu comprends? Tu comprends pas? Tu comprends pas? Tu comprends pas que tu me fais mal? Mal! Ma famille, c'est où? Voilà. Alors, tire-toi. Tout au long du tournage, Philippe Léotard a un comportement insaisissable. Il s'éclipse régulièrement. Pendant toute une partie du film,
Il rentre sur Paris le soir, je l'apprends très tard, qu'il va au Cœur Samba et qu'il revient le matin. Il avait besoin de déconnecter de l'ambiance du tournage. C'était un vent de panique parce qu'on ne savait pas si on allait le retrouver, si on allait pouvoir tourner le lendemain. Il revenait le lendemain matin. Il me disait non, je suis en forme, j'ai un peu de sommeil, je suis en forme. Allez, on y va. Ouais, on y va. C'est au cours d'une de ces virées qu'une rencontre va le sortir du désespoir. Et c'est là où il a rencontré Emmanuelle. Et ça a été une lumière sur le tournage, cette fille de l'époque. C'était impossible de ne pas remarquer Emmanuelle, et on ne voyait qu'elle. Le fait de rencontrer cette jeune fille qui, comme il racontait, lui a pris un flingue dans la bouche, lui a redonné confiance en lui, je pense. En tout cas, lui a réinsufflé une envie de vivre. C'est fou de voir comment l'amour peut sauver les hommes. Philippe Léotard émerge peu à peu de la nuit dans laquelle il a sombré depuis plusieurs mois. Son cadet poursuit, lui, un parcours sans faute en politique. Un homme, en particulier, a bien compris qu'il était devenu incontournable et il s'apprête à lui faire une proposition. Le 12 novembre 1985, le chef du Parti républicain est invité à un dîner secret à Paris. C'est Chirac qui a sollicité et a invité toute la bande à Léo à venir dîner. On est très étonnés. Cette rencontre, il y a Alain Madelin, François Léotard et moi-même, et Jacques Chirac de l'autre côté. Le numéro 1 du RPR souhaite avant tout rencontrer François Léotard, devenu une étoile montante de la droite. Il était complètement fasciné par ce jeune qui détonnait par rapport au discours politique classique. Pour Chirac, ça n'avait pas échappé que sa cote de popularité dépassait la sienne dans les sondages d'opinion. À 4 mois des élections législatives, Jacques Chirac a besoin d'une alliance pour faire gagner la droite et avoir une chance d'entrer à Matignon. Il ne peut pas gagner tout seul. C'est totalement impossible. On est une force totalement incontournable. Chirac a besoin de Léotard, inévitablement. Et il ne peut pas y échapper. L'entente que Jacques Chirac propose ce soir-là s'avère pleine de promesses. Donc il y a une sorte d'accord. Chirac, ok, tu prends la Matignon si la droite l'emporte, mais tu nous donnes les bons ministères. Pour eux, qui étaient quand même encore jeunes en politique, c'était un moment historique et impressionnant et excitant, c'est certain. Pour nous, c'est de travailler à notre compte. Donc on construit le gouvernement. Ce soir-là, l'accord est conclu. Dès lors, François Léotard va faire campagne aux côtés de Jacques Chirac. Je souhaite pour ma part que l'ensemble des responsables de l'opposition se fixent comme seul objectif, d'abord, d'être élus le soir du 16 mars. Lorsque la droite remporte l'Assemblée le 16 mars 1986 et que Jacques Chirac devient Premier ministre 4 jours plus tard, François Léotard attend la nomination qu'il a négociée. Léotard voulait, dès cette époque-là, un ministère régalien et le ministère de la Défense. Et alors, ça s'est pas fait. Je soupçonne Chirac d'avoir fait un gros mensonge. Jacques Chirac lui a dit « Ah François, je t'assure, j'ai plaidé ta cause auprès de Mitterrand ». Mais vraiment, il n'a pas voulu. Il s'est absolument opposé à ce que tu sois ministre de la Défense. Et quand j'en ai reparlé après avec le directeur de cabinet de Mitterrand, celui-ci m'a dit « Mais Jacques Chirac n'a jamais posé la question à François Mitterrand ». Poussé par une motivation très différente, le président du Parti républicain obtient un autre portefeuille. François Léotard a choisi la culture qui était son deuxième choix. Et quand il prend la culture, on y pense à Philippe. J'en suis convaincu, moi, pour ma part. Une manière pour le nouveau ministre de la Culture de se rapprocher de son frère après une période d'éloignement. D'abord, il me dit « Je te demanderai jamais rien ». Et je lui dis « C'est pas l'intention de te donner quoi que ce soit ». Et il disait « Mais par contre, je peux t'aider. Je peux t'aider parce que je connais bien le milieu, etc. » Et c'est vrai que ça m'a aidé, d'ailleurs. Le milieu de la culture, notamment parisien, est a priori hostile à un ministre de droite. Il avait dit à Philippe, écoute, on va se faire une soirée au ministère, tu invites tous tes amis.
François, d'ailleurs, était un autre charmant et posait en même temps quelques questions aux uns aux autres. On avait des suggestions sur... C'était bien aimable de sa part. Signe de ce lien réaffirmé, François et Philippe acceptent de participer pour la première fois, ensemble, à une émission de télévision. Nous sommes le 12 octobre 1986. Ils avaient confiance. Je m'entendais bien avec l'un comme avec l'autre. Bon, François était un politique. Philippe était plus difficile à apprivoiser. C'était un cheval fou, donc il fallait qu'il se sente bien en confiance. François Léotard, est-ce que c'est facile de venir cicatriser les blessures d'un homme aussi écorché que votre frère? C'est d'abord facile parce que je me reconnais tellement à certains moments quand il parle, mais que c'est vrai que j'ai suivi un chemin qui est très différent. Je crois que c'est bien qu'il puisse y avoir en France encore des gens comme Philippe. Il va y avoir un appartement de fonction. Les ministres, on en trouvera toujours. La politique, c'est un truc qui faisait marrer Philippe. Mais en même temps, il était intrigué de voir que son frère, qu'il connaissait bien, puisse s'y intéresser. Donc ça l'interpellait. Non, mais ils étaient mignons tous les deux quand on les voyait. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Enfin bon, non, d'abord, ça serait à lui de le faire. Etc. Et vous aimez beaucoup quand même. Oui, ben c'est mon plus ancien compagnon. C'est quand même sur lui que j'ai tapé en premier quand j'ai découvert mes muscles. Vous auriez été ministre de la Culture? À nous deux, oui, on va faire un ministre de la Culture somptueux, vous allez voir ça. Il y a des trajectoires, au fond, assez parallèles, je trouve, et beaucoup moins heurtées qu'on ne pourrait l'imaginer. On voit bien tout ce qui les opposait et en même temps l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui les réunissait. Et au fond, je pense qu'on peut parler d'admiration croisée. C'est-à-dire que François parfois sous-estime l'admiration que Philippe avait pour lui. Il parle beaucoup de l'admiration qu'il a lui-même pour son frère Philippe, et Philippe vénérait François. L'ambition du ministre de la Culture s'affirme. Et le 1er juin 1987, il prend la liberté de critiquer ouvertement Jacques Chirac dans une interview. J'évoquais les moines soldats du RPR. C'était une phrase un peu excessive, mais je l'avais prononcée. Les moines soldats, c'est solide, hein, mais enfin, c'est pas particulièrement démocratique. Et évidemment, ça se passe très mal. Jacques Chirac ne laisse pas passer la provocation de son ministre et il le convoque immédiatement. Alors je vais à Matignon et je vois Chirac, les jambes comme ça, allongées. On me dit, qu'est-ce que tu me ressembles, tu vois, tu as des grandes jambes. Enfin, il commence comme ça. Ça, c'est du Chirac à l'état pur. Et deuxième expression, tu sais ce que j'en ai dit comme connerie, moi alors, oh là là, mais tu peux pas savoir. Et au bout d'un moment, il dit, bon voilà, tu as dit une bêtise, et ou tu restes au gouvernement, et tu fermes ta gueule, ou tu quittes le gouvernement. Et là, tu peux parler tant que tu veux. Si le Premier ministre est si radical, c'est qu'il tient à se protéger en vue de la prochaine élection présidentielle. Chirac a pris conscience que Léotard devenait un obstacle pour lui, un danger. Il le voyait comme un rival potentiel en 88 pour l'élection présidentielle. Et à peine l'entretien terminé, Matignon s'empresse de sortir l'information. Il y a un communiqué du Premier ministre disant qu'il a demandé à François Léotard de choisir clairement. Tous les journalistes affluent, je dis, écoutez, je ne répondrai pas maintenant, je répondrai dans une semaine, il y a un meeting qui est prévu à Fréjus, je répondrai publiquement à ce moment-là, et pas un mot d'ici là. Pendant une semaine, le ministre de la Culture tiendra cette ligne, tout comme ses camarades politiques. Souriant ou suspect? J'essaie des signes du poisson. Les poissons sont muets. Mais la photo de famille ou la photo de clan livrait déjà une partie de la décision de M. Léotard. D'une certaine façon. Pour nous, observateurs. Le 6 juin 1987, François Léotard va montrer ce soir-là son sens de la mise en scène à l'occasion d'un meeting. C'était un discours qui était à minuit sous les étoiles de Fréjus, donc avec une tension politique majeure. C'est une soirée assez étonnante parce que les gens qui sont là ne savent pas ce que François Léotard va dire. Et c'est là où toute son autorité, son charme doit opérer. L'élection présidentielle qui approche est dans tous les esprits. Elle semble même, selon lui, à portée de main. Bruissait l'idée que s'il partait du gouvernement, il se
serait lui-même porté candidat à la présidentielle. Il peut dire à la fois je veux sauver la République et la majorité, et dans la foulée je suis candidat, carrément. Certains journalistes se disent mais que François Léotard y aille. Et à un moment, on pense qu'il peut y aller. La foule est nombreuse, les militants sont venus de tout le pays. Et parmi elles, un fidèle venu soutenir son frère. Philippe était présent, il savait que c'était un moment très important dans l'histoire politique de son frère, c'est dire la force de leur lien. À minuit, le chef du parti républicain monte enfin à la tribune pour mettre fin au suspense. Je suis secrétaire général d'une formation politique de la majorité, je le reste. Je suis ministre du gouvernement, je le reste. J'ai ma liberté de parole, je la garde et je l'utiliserai pour faire réussir le gouvernement, gagner la majorité et aider les Français. La réponse est claire. François Léotard ne sera pas candidat à la présidentielle contre Jacques Chirac. Ce jour-là, si prolongeant ces mots, j'avais dit, écoutez les gars, on va y aller, parce que ça, c'est pas acceptable. Et c'est là où j'ai manqué peut-être de volonté. On n'aurait pas gagné peut-être. Je n'aurais pas gagné peut-être. Mais j'ai manqué certainement du sens de la période. Et là, il n'a pas eu l'audace. Peut-être un de ses torts. Peut-être qu'il aurait pu forcer le destin et aller plus loin que le suspense de quelques jours. Après une semaine où le doute a plané, François Léotard vient de renoncer à relever le défi de la présidentielle. Et quelques mois plus tard, la victoire de la gauche l'oblige à quitter le gouvernement et à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale. Parallèlement, son frère, lui, connaît aussi un coup d'arrêt dans sa carrière. Il doit dès lors se réinventer un destin. Au milieu des années 80, Philippe Léotard tourne beaucoup moins. Les producteurs et les réalisateurs semblent fuir ce comédien tourmenté. Il faisait un peu peur par son côté imprévisible. Sa vie était compliquée et son mode de vie était compliqué, et donc c'était pas quelqu'un de facile à gérer. Ses différentes addictions l'empêchaient parfois de travailler. Il y a des jours où il n'était pas dans une forme éblouissante. Mais en fait, son problème avec le cinéma, c'était son problème avec les assurances, qui effectivement, se fiant ragot, refusaient d'assurer les films. L'acteur va alors tenter un nouveau pari, devenir chanteur. Quand il m'a dit qu'il allait chanter, je me suis dit c'est dommage parce que c'est un acteur tellement extraordinaire. Est-ce qu'il va pouvoir être aussi extraordinaire dans la chanson? C'est pas parce qu'il s'appelait Philippe Léotard que c'est un comédien connu. Tout le monde allait se précipiter sur son album à l'époque. Philippe Léotard écrit de nombreux textes, mais le projet peine à convaincre les maisons de disques, jusqu'à la rencontre avec de jeunes producteurs lillois. Un projet comme ça, c'est un projet immédiatement rare, fort. On a senti qu'une aventure commençait. C'était un énorme pari. C'était aussi excitant que c'était angoissant. Il fallait trouver les moyens financiers, il fallait organiser une équipe. Quand on commence une production, on ne sait jamais si on la termine. On sait qu'on peut des fois ne pas la terminer. Et en 1989, Philippe Léotard enregistre ses premières chansons. N'avoir plus peur de ta peur, chasser le temps de ton visage, faire une folie d'être sage. Je t'aime parce que c'est toi. Les textes racontaient tous des choses importantes pour lui, pour nous. C'était à l'opposé d'un projet dit de variété. Je t'aime parce que c'est toi. Philippe était très exigeant. Des fois, ça frisait ma tolérance. Il pouvait faire une prise de voix 25 fois. Et pas pour des questions de justesse, encore une fois, pour des questions de ressenti. Il fallait évidemment que la résonance de ces mots soit
aussi poussés que le soin qu'il avait mis à les écrire et à les choisir. Il pouvait arriver dans des états de fatigue apparents au studio et à peine derrière le micro, il se reprenait et c'était quelque chose. Et ce studio a vibré intensément. Si Philippe Léotard est si combatif, c'est aussi parce que sa compagne, Emmanuelle, le soutient. Dès qu'il avait besoin d'elle, elle était tout le temps là. Quoi qu'il ait fait, elle était là. Et donc, ça lui donnait de la force, ça lui donnait aussi confiance en lui quand il en manquait. Il était très amoureux d'Emmanuelle. C'était vraiment sa perle rare, son Emmanuelle. Il se comprenait sans avoir besoin de mettre des mots ou des gestes. Voilà, c'était quelque chose de très beau. C'est un bel amour. L'artiste démarre une seconde vie avec le secret espoir que ce disque plaise au public. Quand il m'a fait écouter ses premières chansons, je suis tombé sous le charme. Je me suis dit, merde, le salaud. Putain, comment on n'a pas droit d'avoir 2 dons comme ça. Un don, c'est déjà pas mal, mais 2, alors là. Claude Lelouch ne se trompe pas. L'album se vend en très peu de temps à près de 70 000 exemplaires et devient disque d'or. Le comédien réussit son pari. De son côté, le destin de son frère François va prendre une tournure inattendue. Le 29 juin 1992, l'agence France Presse annonce son inculpation dans une affaire immobilière concernant sa propriété de Fréjus. Il y avait un mur attenant à cette maison et on l'a accusé d'avoir fait intervenir la mairie pour les travaux concernant ce mur de cette maison et donc d'avoir usé et surabusé du pouvoir local. François Léotard est accusé d'ingérence, de trafic d'influence et de corruption. Comme toujours, François Léotard vit les choses avec beaucoup d'intensité, et avec des réactions parfois à fleur de peau. La vision qu'il avait de lui-même et le regard que les autres portaient sur lui comptaient beaucoup. Et il ne supportait pas d'être soupçonné comme ça. Il a appelé son collaborateur à la mairie pour lui demander de venir à la maison. Je me rappelle, il a pris un petit calepin et il a rédigé sa lettre de démission de son poste de maire de Fréjus et de son poste de député. Et il a dit à son collaborateur, tu fais partir ça tout de suite, il faut que ça sorte aux 20h. C'est la première fois qu'un homme politique réagit à une mise en examen en démissionnant immédiatement de tous ses mandats. Coup de fil de Chirac, lui, tu es complètement fou, tu donnes un droit au juge, tu n'es pas coupable, tu n'es pas condamné, tu fais une erreur énorme, tu vas tous nous mettre dans la merde, enfin il m'engueule même. Hein. Il lui a dit en gros, mais là tu fais une connerie, faut pas que tu remettes tes mandats en jeu parce que sinon ça va faire jurisprudence. Et ça n'a rien fait, Léotard est resté obtus tête de mule sur le sujet et il a démissionné. Comme le scandale du barrage de Malpassé, cette affaire occupe les médias pendant plusieurs mois et elle porte une nouvelle ombre sur le nom des Léotards à Fréjus. Ça renvoyait à ce que son père avait pu vivre lui-même et cette transposition père-fils à 30 ans d'écart avec les assauts de ce qu'il considérait comme une calomnie, des rumeurs, l'insupportable de l'injustice. Ça touchait une corde très sensible dans l'historique des Léotards, père et fils. Dans cette période agitée, François Léotard peut compter sur un soutien indéfectible. Philippe a été très attentif et très présent, voulant défendre l'honneur de son frère et voulant répondre à sa probité et de son intégrité totale. Il déclarait, et il le pensait d'ailleurs profondément, que son frère était quelqu'un d'honnête. C'était un honnête homme. En février 1993, 8 mois après le déclenchement de l'affaire, le maire de Fréjus est blanchi par un non-lieu. Il regagne tous ses mandats au printemps et devient ministre d'Édouard Balladur. Finalement, est offert à François Léotard le ministère dont il rêvait dès 1986, à savoir le ministère de la Défense. Philippe, c'est vrai que bon, il a trouvé que frère ministre de la Défense, franchement, ça l'a fait mal, ça l'a foutu mal. Donc, il s'est proclamé ministre de la Défense. Et il connaissait quelque chose dans ce domaine. C'est son truc, c'était sa manière de prendre une certaine distance, de maintenir son niveau d'humour, en même temps que son niveau d'amour pour son frère. Ce qui faisait beaucoup rire Philippe, c'est que de toute façon, en général, François recevait Philippe au ministère la nuit. Il hurlait aux gendarmes qui étaient dans la cour, au garde à vous, les gendarmes se mettaient au garde à vous. En apparence, le destin des deux frères semble les opposer. C'est difficile, quand on est ministre de la Défense,
d'assumer un frère comme Philippe. C'est très très difficile. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. J'avais les bulletins de gendarmerie tous les matins. On a retrouvé votre frère à tel endroit, etc. Ça, j'avais naturellement le détail. On s'occupait beaucoup de lui, donc quand on apprenait qu'il était complètement à la dérive, on essayait de lui prêter assistance. Quand on est frère de ministre de la Défense et qu'on se fait arrêter sur la route parce qu'on vient de faire 30 km en marche arrière avec un 4x4 sur l'autoroute à 4 h du matin en direction de Fréjus, c'est sûr que les gendarmes, voilà, ils ont tendance à être un peu indulgents. Oh, mais il y a d'innombrables histoires, parce que Philippe avait une imagination sans limite. Ça l'amusait certainement aussi d'être encore plus libre à partir du moment où il savait que parfois ça allait poser un ou deux petits problèmes à son frère. Bon. C'est comme un enfant qui fait des conneries, quoi. Bon, c'était voilà, un sale gosse qui fait des bêtises. Philippe Léotard traverse alors une période instable. Séparé de sa compagne Emmanuelle et surveillé par la police pour sa consommation excessive de drogue. Le 4 octobre 1994, le ministre de la Défense est prévenu qu'une perquisition va avoir lieu au domicile de son frère. C'était de notoriété publique qu'en allant chez Philippe, on allait trouver quelque chose. Bon. Il consommait des choses qui étaient illicites. Et pour éviter la prison à son frère, François décide d'intervenir. Il a prévenu Philippe Léotard de la perquisition. Bon, évidemment, les amis de Philippe ont fait le ménage. Quand la police et la gendarmerie se sont présentés, évidemment, il n'y avait rien. Philippe n'a pas trouvé rien de mieux que de dire à l'officier de police, évidemment, je ne suis pas con quand même. Mon frère m'avait prévenu, on a fait le ménage. Et l'officier de police a consigné ça dans son procès-verbal. Et évidemment, c'était assez fâcheux pour François Léotard. Fâcheux, et même considéré comme un délit, ce qui va être relayé dans la presse et mettre François Léotard dans une position délicate. C'était sacré pour lui, c'était, j'allais dire, un devoir familial et ça passait avant toute autre considération. Je m'en contrefous. Alors ça, je peux vous le dire hier, aujourd'hui et demain. Je m'en contrefous, voilà. Parce que l'amour fraternel, ça joue bien avant, bien plus fort que n'importe quelle loi. Et moi, mon frère, il peut faire n'importe quoi. C'est mon frère, et ben je le défendrai, quoi qu'il ait fait. Mais le ministre de la Défense ne peut plus grand-chose pour celui qui s'est proclamé ministre de la Défense. Philippe Léotard sombre inéluctablement et l'aide de son frère n'y suffit plus. L'artiste est de plus en plus fragile. La crainte d'un incident plane à chacune de ses apparitions publiques. Le 19 septembre 1996, Philippe Léotard est invité sur le plateau de Paul Amar. Alors on va passer une déclaration d'amour d'un frère pour son frère. Si vous aviez quelques mots à lui dire, qu'est-ce que vous lui diriez? Que je l'admire et que je voudrais qu'il reste libre. C'est lui qui a choisi sa vie, c'est à lui de la mener et surtout qu'il continue à avoir du talent comme il en a, comme il en a eu et comme il continuera d'en avoir. C'est mon frère. Vous êtes salauds, hein. Vous êtes des salauds. C'est mon frère. Mais c'est beau. Mais c'est magnifique. 50 ans que je l'aime. Alors maintenant, je choisis la solution Gainsbourg. Accélérer le processus. C'est-à-dire, si je peux boire 2 bouteilles de whisky au lieu d'une dans la journée, ça ira plus vite. Quand on parlait par exemple de Devers, de Coluche, ses amis, il est traité de... Je dis, mais pourquoi vous les agressez? Parce qu'ils sont partis avant moi. Ils m'ont fait ce sale coup. Si je peux boire 4 paquets, fumer 4 paquets de gitane au lieu de 2, ça ira plus vite. Voilà. Quand vous prenez dans la journée, ça va être le cas, 1 litre de vodka, plus un demi-litre de rhum, plus du je sais pas quoi, enfin non, c'était 3 ou 4 alcools au niveau du litre. Alors je fais quoi? Vivre. C'est quoi ça? Il n'a cessé tout au long de cette interview de parler de la mort. Pour quelqu'un qui vivait la vie aussi intensément que lui,
cette décennie de 50 à 60 ans a été sûrement physiquement assez éprouvante. Philippe Léotard a renoncé à se battre. Son frère va alors tenter une nouvelle fois de le ramener à la vie. Il ne pouvait plus rester chez lui parce que c'était... Enfin, il pouvait plus, enfin, c'était... il allait mourir, quoi. Il fallait l'hospitaliser. Et donc, voilà, on a décidé avec François de le faire et avec un médecin. Les cures de désintoxication limitent quelque peu sa consommation, mais jamais elles ne réussissent à le guérir de ses addictions. Il arrivait, c'est un mystère extraordinaire, mais je l'ai constaté à plusieurs reprises, à faire rentrer dans un établissement hospitalier des bouteilles de vin et de l'alcool. Et quand on regardait sous son lit, il y avait quand même des infirmières, il y avait quand même des gens qui faisaient le ménage, ben il y avait plein de bouteilles. On lui apportait sa cocaïne en cachette, on lui apportait du vin en cachette. La chambre de l'hôpital était noire de fumée. On a plus souffert que lui. C'est bizarre de dire ça, ça a l'air égoïste, mais c'est pas vrai. Parce que sombrer comme ça, d'une manière qu'on a choisie, qu'il a choisie, souvent c'est ce qu'il avait voulu. Bon, c'est comme ça, donc ça venait. Nous, on n'avait pas choisi ça, et y compris, encore une fois, a fortiori pour quelqu'un qu'on aime. Donc on était malheureux, beaucoup plus que peut-être il l'était. Comme une bouée de sauvetage, son accordéoniste et son producteur vont l'inciter à écrire et enregistrer un 4e album. On a réussi à faire ces chansons ensemble. Voilà, quand on écoute l'album, il a plus sa voix de 12 ans avant, mais les chansons sont formidables. Pour préparer la sortie de son prochain disque, Philippe Léotard s'envole pour une tournée au Maroc. Il était content de partir, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, ça a très bien commencé. On a commencé à Oujda. Après Oujda, Casablanca et Tanger, vient alors la dernière scène, celle d'Agadir. Nous sommes le 9 février 2000. Les 2 premières chansons, ça va tant bien que mal. Et puis je ne sais plus si c'est la 3e ou la 4e. Il avance trop vers l'avant-scène et puis il a fait une chute. Et il n'a pas vu le bout de la scène, quoi. Voilà, il est tombé. Je pouvais pas imaginer ça, que cet accident allait se passer à ce moment-là. On a été amenés à l'hôpital dans une espèce de camionnette. Il était allongé sur un lit de camp. J'étais à côté et puis tous les chaos de la route, tout. Il encaissait tout, quoi. Il souffrait le martyr. Philippe Léotard est rapatrié d'urgence en France. Mais les soins apportés ne parviendront pas à réparer un corps trop abîmé par les excès. Moralement, intellectuellement, je crois qu'il a laissé tomber à un moment donné. Enfin, il a laissé tomber dans le sens où il n'avait plus envie. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Je savais qu'il allait très très mal, je savais que ses jours étaient comptés. Et je lui avais demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit, j'aimerais avoir un peu de pinard et des cigarettes. Alors je lui ai amené en secret, caché dans des trucs. Et c'est le dernier truc qui lui faisait plaisir, quoi. Il était fou de joie, j'ai vu dans ses yeux 1000 merci. Le 25 août 2001, après plus d'1 an d'hospitalisation, Philippe Léotard décède d'une insuffisance respiratoire. C'est ma femme qui vient dans la chambre, je me souviens, j'étais en train de me reposer, qui me dit, voilà, Philippe est mort. Et là, j'ai fermé tout de suite la porte, j'ai dit, laisse-moi, et puis voilà. Je me suis enfermé et j'ai pleuré comme un gamin, comme un bébé. J'avais l'impression de perdre une partie de moi, de mon enfance, de ma vie. C'était très très dur. Et moi, j'ai compris à ce moment-là que c'était lui qui avait raison, pas moi. Qu'en fait, il m'était fourvoyé. Que sa vie elle-même était beaucoup plus belle que la mienne. 4 mois après la mort de Philippe,
François Léotard change radicalement de vie. Il abandonne définitivement la politique et décide d'écrire des romans. C'est comme s'il avait voulu, en mourant, m'envoyer quelque chose. En me disant, casse-toi, quoi. Tire-toi. Et ça, c'était vraiment un mot de lui. Tire-toi de là, reste pas là-dedans. La complémentarité, c'est ce qui fait la force d'un couple, même si c'est au niveau d'une fratrie. C'était deux personnages qui avaient besoin l'un de l'autre, et puis qui avaient tellement de pudeur qu'ils n'ont pas pu se dire ce qu'ils avaient envie de se dire. Et vous allez donc faire le choix de quitter définitivement la scène politique. Bonsoir François Léotard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Quelle histoire que cette histoire de frères. Est-ce qu'on y perd un peu de sa vie dans la vie de l'autre? Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Je pense qu'un être humain, il est fait toujours de deux morceaux. Que ce soit une femme, que ce soit un mari, un père, un amant. Je veux dire, on a besoin d'être deux pour être vraiment un être humain, me semble-t-il. Et vous, c'était lui? Et moi, c'était lui. Je veux dire, il m'a beaucoup aidé à être sans doute un peu plus humain que je ne l'étais naturellement. Qu'est-ce que vous trouviez chez lui, ce que vous ne trouviez pas chez vous? Ou ce que vous auriez aimé trouver chez vous? Il y avait à la fois l'insolence, j'ai jamais été vraiment insolent en fait, et j'aimais beaucoup ça, c'est une forme de liberté. Il y avait le rire, je ris difficilement, je raconte une histoire drôle, personne ne rigole. Il y avait le spectacle aussi, il se donnait un spectacle et c'était beau parce que c'était le fond de lui-même. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas. Et voilà. Donc lui avait raison et vous aviez tort quand vous dites même, vous allez même jusqu'à dire que finalement sa vie, la vie de Philippe Léotard était, malgré les blessures, les douleurs, plus belle que la vôtre? Oui, sans doute, parce qu'il a fait vraiment ce qu'il a voulu faire, et moi pas toujours. Premièrement, et ça c'est beau d'aller jusqu'au bout de son propre rêve. Et puis en même temps parce que, comment dire, il a créé plus que je n'ai créé. Je veux dire, si on peut à la fin de sa vie se dire qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait. Alors il a écrit, il a chanté, il a joué, il a incarné des personnages, il a été au cinéma dans des fonctions magnifiques. Je crois qu'il a un bilan, si on peut dire, à la fin de sa vie, on s'interroge, qu'est-ce qui reste de moi? Je crois que lui peut être fier de ce qui reste de lui. Est-ce que les rôles ne se sont pas à un moment donné inversés? Au départ, c'est vous le rebelle. C'est lui qui dit, qu'il écrit, effectivement, entre 63 et 68, vous. Il passait son temps à jouer de la guitare dans les bars, je préparais des concours difficiles. Philippe, j'étais parti pour être enseignant, père de famille, rangé, genre votant, payant ses impôts. Et lui, fou cinglé. C'était vous le fou cinglé à l'époque? Oui, c'est un peu vrai. Non, c'est un peu vrai. Mais à plusieurs moments dans nos vies, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que quand je choisissais, si j'ose dire, d'être ministre ou d'être le gendre idéal ou d'être le bon garçon, il était le fou. Mais le fou qui disait à l'autre, tu n'es rien du tout. Et inversement, quand je voulais être moi-même, c'est-à-dire quand j'écrivais, par exemple, eh bien, celui qui me disait non, là, c'est pas les mots qu'il faut, tu vois, c'est pas comme ça que tu devrais faire. Est-ce qu'il y avait une forme de jeu d'enfant permanent, jusque même à l'âge adulte? Oui, du cow-boy et de l'Indien qui s'envoie des flèches, qui se courent l'un après l'autre? On a toujours joué, depuis le sable de Fréjus jusqu'à la fin, on a toujours joué. Mais jouer à la fois des rôles, mais en même temps jouer à aller vers une forme de vérité personnelle, intime. C'est pas un rôle que vous jouez quand vous entrez au séminaire, en revanche? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas un séminaire, si vous me permettez, c'est un monastère. Et le monastère, pour moi, c'était un absolu. C'était un lieu de recueillement, de solitude, de silence, de paix. Et donc, pour moi, c'était pas un jeu du tout. Non, je pensais rester... C'est une parenthèse importante. Oui, très, très importante. Et j'ai eu du mal à quitter ça pendant des mois, des années. J'ai vécu mon départ du monastère comme étant une trahison. Et qu'est-ce qui vous pousse à partir? C'est très difficile de répondre. Probablement l'idée que rester là... si longtemps, avec un avenir, je peux vous dire exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure qu'il est, avec un avenir qui est aussi minuté. Et peut-être c'est le désir des femmes, peut-être c'est c'est cette solitude vis-à-vis des femmes. J'ai toujours aimé beaucoup les femmes, c'est comme ça, les regarder, c'est pas nécessairement être volage, mais la présence des femmes, la spiritualité des femmes, leur jeu de séduction. Et il vous fallait rentrer au monastère, entre guillemets, pour comprendre tout cela. Pour comprendre tout cela, c'est un peu bizarre. Donc vous, finalement, le monastère, 10 mois, une femme, lui... il devient comédien presque, entre guillemets, par hasard. Finalement, c'est pas ce qui était écrit au départ. C'est vrai. Et
comment dire, je ne sais pas comment c'est venu. Il était déjà comédien tout petit. Si vous voulez, dans le salon de la maison, il racontait des histoires, on était comme ça, on était fascinés. Je me souviens, sa description de Rio Bravo était extraordinaire, avec Dean Martin qui tire en l'air, c'était extraordinaire. Et donc, ça, c'était très beau. J'ai entendu avec Coluche des histoires de lui, tout le monde était plié en deux. Et voilà, donc, ça a été des grands moments, il savait faire rire. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va entraîner cette fragilité? Le succès C'est, je crois, qui suis-je? Ou elle était là depuis longtemps, cette fragilité? Je crois qu'elle a toujours été là, notamment après sa maladie d'enfance. Mais surtout le fait que quand vous épousez une série de rôles différents, où à chaque fois vous allez jusqu'au bout de ce rôle, au bout d'un moment, sous des caméras, devant tout le monde. Un film important, La Balance, par exemple. La Balance, vous embrassez une femme, et il faut que ça soit vrai. Et en plus, c'était vrai. Et qui n'est plus la femme de sa vie à ce moment précis, en plus, Nathalie Baye, en l'occurrence. Un moment qui est vraiment tragique. Il vous en parle? Oui. Il m'en parlait surtout par la vexation qu'avait été le fait qu'elle était avec Johnny Hallyday à l'époque. Ça, pour lui, comment dire, qui était très pénétré de valeurs intellectuelles, ça a été une gifle. Et il a tort d'ailleurs, parce que Johnny est un très grand acteur aussi. Le succès? Compliqué le succès. La gloire, quand on commence à la tutoyer. Mais il disait, je suis le plus grand acteur de mon temps, mais en même temps, il rigolait en disant ça, il n'y croyait pas vraiment. Mais je crois que c'était vrai dans la mesure où il ne poursuivait pas une carrière. Vous avez beaucoup d'artistes, d'acteurs qui poursuivent une carrière avec des échelons, comme dans la fonction publique. Je suis un peu plus connu qu'avant. Lui, ça n'a jamais été le cas, jamais. Mais il avait besoin de ça, il avait besoin de cette mise en danger. Finalement, la vie simple et banale était une souffrance? Je crois. Je crois qu'il aimait être reconnu. Il rentrait dans un bistrot, il commençait à discuter avec les serveurs. À la fin, il finissait au piano, où il montait sur une table, et les gens étaient fascinés. Fuir la réalité, finalement. Oui. Fuir la réalité, en tout cas se faire ses propres réalités. Quand on devient ministre de la Défense et qu'on a un frère comme Philippe Léotard, effectivement, vous savez qu'il y aura des moments compliqués, difficiles. J'ai essayé de le sortir de là, avec mon autre frère et avec tout le monde. On a tous essayé, ça ne marche pas. Et on a beaucoup souffert de ça. Mais comment dire, ce milieu de la défense qui est très rigoureux, qui est très hiérarchisé, etc., c'était tellement l'inverse de ce qu'il était qu'il y avait aussi une fascination. Et voilà, c'était... Et une impossibilité de le guérir, vous le dites. Oui. Vraiment, on a tout essayé. J'ai discuté avec des addictologues, des gens qui s'occupent de toxicomanie, etc. Ils m'ont dit, il y a un moment, on avait envie de le kidnapper avec mon autre frère, de l'enlever de force et de l'enfermer. Tous les médecins nous ont dit, faites pas ça, il va avoir un délirium très mince, il va mourir ou il va tout casser. Bon. On le voit à la fin de sa vie. Oui. À la fin de sa vie, ses proches viennent lui apporter, on va dire, ce qu'il leur réclame. Y compris à l'hôpital. Y compris à l'hôpital. Sous le lit, les infirmières découvraient toute une série de choses. Donc c'est très... Quand il y a cette espèce de passion folle, rien n'y résiste. Il a eu longtemps cette phrase, c'est finalement un beau jour pour mourir. C'est un beau jour pour mourir, c'est une phrase qu'il a souvent prononcée. C'est vrai, mais on pourrait reprendre celle de Blondin. Vous savez, je ne suis pas un ivrogne qui écrit, je suis un écrivain qui boit. Et il tirait de ça une espèce de fierté. Il disait, je ne suis pas comme tout le monde, c'est comme ça. Il y avait aussi ce côté panache. Quand vous étiez ministre de la Défense, il aimait bien aussi l'idée que ça puisse un petit peu aller bousculer tout ça, quoi. On va reprendre juste une petite anecdote. C'est le jour où on vous prévient, il va y avoir effectivement une perquisition chez lui, la police va se présenter chez lui. Vous, impossible de faire autre chose que de le prévenir. Vous vous dites, bon, ça va bien se passer. Le problème, c'est que quand la police arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soyez les bienvenus, je vais vous faire un café. Je vais vous faire un café, et mon frère m'a prévenu. Et on m'a prévenu. C'était pas moi directement. Mais bon, en tout cas, on m'a prévenu. C'était impossible autrement? Je l'aimais trop. Je l'aimais trop. J'aurais franchi le monde entier s'il avait fallu. Je me serais battu avec la terre entière pour le protéger. Alors vraiment, il y avait trop d'amour. On va parler de votre destin politique. Il avait anticipé qu'un jour, en 1987, est-ce que vous connaissez ce texte, Haute Lune, bien sûr, je n'oublie pas que c'est le style d'homme à se lever un matin et à décider, j'y vais pas. Les gens ne savent pas de quoi il est capable, de se tirer à Caracas et salut. Il parlait de vous. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il avait compris qu'à un moment donné, la politique, ce serait pas possible, ce serait en tout cas plus possible. Vous savez, il y a des réunions politiques dans lesquelles le langage est tellement bas, les attitudes sont tellement basses, tellement médiocres, que vous dites, qu'est-ce que je fais là-dedans? Il avait raison, donc, Philippe Léotard, finalement. Vous êtes trompé de chemin. Oui. Probablement. Imaginez ces 25 ou 30 ans, si je les avais consacrés à la lecture ou à l'écriture. J'aurais probablement, pour moi-même, été plus heureux. Probablement. Est-ce que finalement, avec le temps, il y a une forme de consolation? Est-ce que la consolation existe après le départ de votre frère?
La seule question, c'est la mort, vous savez. Et je ne dis pas ça sans pathos excessif, sans esprit morbide. Je veux dire, philosopher, c'est apprendre à mourir. Vous lui parlez encore de temps en temps? C'est... D'une certaine manière, oui. Quand je le lis, surtout quand j'écoute ses chansons. C'était tellement lui, cette voix rauque, cette espèce de tristesse qu'il y a quand même, en même temps de séduction. Il aimait trop la vie. Contrairement à ce qu'on dit certains, c'est pas un suicide, hein, pas du tout. Il s'est brûlé à la vie. Il aimait trop la vie. Il n'a pas voulu se suicider. Il est allé vers la flamme de la bougie, il est allé vers la lumière. Et c'était ça qui l'a tué. Toi, mon frère, qui n'est pas mort, qu'est-ce que vous avez écrit? Parce que je crois que quand un artiste ne meurt jamais. Moi, quand je vais au théâtre, quand je vais au cinéma, je vois des gens qui ne meurent pas. Je vois des gens qui ne meurent jamais. Et j'aimerais bien être de ceux-là, c'est-à-dire au fond laisser derrière moi non pas un bilan, mais des mots, des attitudes de provocation, de création, de fierté, de risque. Et c'est tout lui, ça. Il a pris des risques énormes. Et c'est beau, il reste des choses derrière lui, il reste des choses merveilleuses. Moi, maintenant, je vois des gens dans le métro, etc. Ils me disent, ah, vous c'est autre chose, mais alors lui, c'était un type. Ça n'a pas été lourd, ça? C'est un peu dur quelquefois, mais c'est pas grave, parce que les Français n'aiment pas leurs hommes politiques. Et je comprends que j'ai été dans cette catégorie-là. Je comprends, c'est comme ça. Mais ils n'aiment pas. Et bon, il faut leur laisser cette liberté, et peut-être on le mérite. C'est la vôtre aujourd'hui. Et en tout cas, c'était ma liberté de partir. Et ça, voilà, je suis content de l'avoir fait. Merci François Léotard pour cet entretien sur vous, sur lui, sur deux frères. Merci beaucoup. Fin de ce numéro d'Un jour un destin. À très bientôt.